va passer la parole maintenant à M. Vattrelot, qui va nous parler des risques médico-légaux spécifiques de l'ambulatoire et de la réhabilitation améliorée. Et je voudrais remercier d'une part de bien parler, d'autre part pour la bourse qu'il offre à l'Académie pour la prévention des risques qu'il a eu en dehors de son activité chirurgicale pour la participation à la séance de la mairie. Et je le remercie au nom de l'Académie, au nom de celui qui recevra cette bourse en l'année 2018. Merci encore. Merci Monsieur le Président. Merci de l'invitation. J'ai l'impression que tout a déjà été dit aujourd'hui. J'ai eu des expériences formidables dans l'ambulatoire, donc je vais modestement essayer de faire un petit peu de synthèse sur quelques sujets médico-légaux. Tout d'abord, en termes de déclaration d'intérêt, vous avez bien voulu, Monsieur le Président, parler de la fondation que j'anime, qui effectivement s'intéresse beaucoup à la sécurité du patient en bloc opératoire et en particulier l'ambulatoire. Et puis, je suis aussi donc consultant du cabinet Branché, on a bien en parlé, j'ai vu qu'il avait été cité, qui est donc un groupe qui est spécialisé pour assurer les praticiens du plateau technique, donc les praticiens de bloc opératoire, et qui là aussi, bien sûr, est très intéressé par ce développement de l'ambulatoire. Alors l'intérêt médico-légal, pour en parler très rapidement, tout le monde l'a dit, il y a moins d'infections qui sont liées aux soins. Et il semble bien en plus que les complications, peut-être à cause de tout ce qui a été montré, sont d'intensité plus faible. On avait fait une enquête en 2015 pour avoir un petit peu l'état de la chirurgie ambulatoire, et c'est une enquête qui avait été faite en médecine libérale. On avait envoyé 3600 questionnaires, vous voyez qu'on avait un taux de réponse de 12%. C'est en fait pas beaucoup, mais c'est en général ce que l'on obtient dans ce type de questionnaire. Donc on avait près de 500 questionnaires. Donc l'état des lieux, c'était quoi? C'était que le pourcentage déclaré par les chirurgiens d'activité ambulatoire, vous voyez que c'était en chirurgie viscérale 43, gynécologique 55, orthopédique 53, vasculaire 42, plastique 47. Vous voyez qu'à peu près, en libéral, en 2015, mais je pense que les choses, on pourrait réévaluer, on pourrait certainement augmenter. On était déjà en chirurgie libérale, un patient sur deux opéré en ambulatoire. Et là, on ne parle pas de RAC, on parle d'ambulatoire. Alors, on avait aussi demandé, est-ce que dans votre établissement, vous avez un protocole spécifique pour l'ambulatoire? À l'époque, donc il y a 2 ans et demi, 83% oui. Est-ce qu'il était adapté? Et on a bien vu l'importance de l'adaptation de ce protocole. Il y avait encore des progrès à faire, puisque dans 3 fois sur 4, il existait, et 1 fois sur 4, il n'existait pas. Et enfin, est-ce qu'il y avait un secteur d'hospitalisation dédié? Oui, là, c'était quasi 100%. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que le secteur doit être spécialisé. Alors, l'ambulatoire et les risques, là, on voulait avoir la perception du chirurgien. Est-ce que le chirurgien pensait que ces patients avaient plus de risques en ambulatoire? Vous voyez qu'en fait, majoritairement, les chirurgiens ont répondu non. Il y a guère qu'en chirurgie orthopédique et vasculaire, on obtenait 30-35%, ou viscérale 30%, mais globalement, la majorité des chirurgiens, et je pense qu'ils ont raison, considèrent que cette chirurgie n'expose pas à plus de risques. Est-ce qu'on leur posait aussi la question, ça c'était l'assureur qui posait la question, est-ce que vous pensez que vous êtes plus exposé à des risques médico-légaux? Là c'était plus contrasté, mais quand même, c'était encore majoritairement non, c'est-à-dire que les chirurgiens sont relativement dans leur ensemble confiants sur le fait qu'on peut faire de la chirurgie ambulatoire sans trop de risques, bien sûr s'il est encadré. Enfin, la dernière question, c'était pensez-vous que les sociétés savantes ont un rôle à jouer dans le développement de l'ambulatoire? Et vous voyez, majoritairement, et on parle de chirurgiens libéraux, la réponse était oui. Et donc, clairement, il y a besoin de l'ensemble des praticiens impliqués d'être aidés dans leur pratique et d'en savoir ce que l'on peut faire par les sociétés savantes. On va y revenir. Alors aussi, on va regarder quels étaient les patients types susceptibles de subir un dommage en chirurgie ambulatoire. Ça, c'est un fait d'expérience. La source, c'était la cartographie que le cabinet Branché fait tous les 2 ans, donc c'est celle de 2015. Vous voyez que majoritairement ce sont des patients 1 à 1. En chirurgie orthopédique représente 47%, peut-être parce qu'elle est plus développée. 76% c'était des actes à ciel ouvert, là je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer assez rapidement. Sous anesthésie générale 52%, le cas régional 35%. La majorité bien sûr c'était après la sortie du patient. Ce qui est intéressant c'est que les complications infectieuses, moins de 30%, donc là, c'est certainement un des avantages notés par tout le monde de cette chirurgie ambulatoire. C'est pour ça que quand tout à l'heure on parlait, l'assureur a dû s'inquiéter de la chirurgie ambulatoire, en fait, je pense que l'assureur, enfin, il faudrait lui poser la question, mais nous on voit lorsqu'on parle de chirurgie ambulatoire, ils sont plutôt très positifs pour cette technique. Alors les motifs de réadmission, on en a parlé, c'est globalement les saignements, douleurs, vomissements et aussi les difficultés sociales, parfois, ça arrive parfois dans ce contexte.
Et ça, je ne vais pas m'étendre puisque ça a déjà été largement développé. Alors qu'est-ce que l'on peut penser au niveau médical pour une chirurgie ambulatoire plus sûre? Eh bien, il y a les conditions d'éligibilité, bien sûr, les circuits du patient et le post-opératoire. Les conditions d'éligibilité, l'information c'est capital, il faut qu'on ait un patient motivé qui comprenne les enjeux. En sachant qu'il faut savoir, je crois, ne pas faire d'ambulatoire si on sent que le patient n'est pas mûr, car il y a parfois un stress post-opératoire, le patient a peur de rentrer chez lui. On a vu cette expérience de Dr Chasseran qui est exceptionnelle, puisqu'on le programme, si je puis dire, on aide le patient a priori. Il faut savoir que ce n'est pas toujours possible et que parfois il faut savoir, je crois, renoncer. Il faut surtout faire une intervention qui soit éligible à l'ambulatoire, et là, c'est le rôle des sociétés savantes qui doivent dire, et elles le font déjà bien sûr, quelles sont les interventions faisables en chirurgie ambulatoire ou en RAC et celles qui ne le sont pas. Je pense que c'est évidemment une liste qui est très mobile, qui va bouger dans le temps. On fait aujourd'hui des choses en 2018 qu'on ne faisait même pas en 2013, mais c'est certainement quelque chose qui est important en particulier pour les praticiens du privé. Le patient doit a priori être en bon état général avec une faible comorbidité, ça a déjà été dit, qu'il comprenne bien les enjeux de la chirurgie ambulatoire et avec un environnement familial qui soit propice. Ça, je crois que c'est quelque chose de fondamental. Il faut qu'il y ait un accompagnant. On souhaite qu'il y ait un accompagnant le soir, le premier soir avec lui. Il faut savoir qu'on ne peut pas l'imposer. La législation dit qu'il faut le conseiller, mais on ne peut pas l'imposer. Je pense que quand même, si ce n'est pas le cas, on doit vraiment se poser la question, sauf lorsque l'intervention est vraiment très simple, de laisser un patient tout seul chez lui s'il n'y a pas un accompagnant à domicile. Et donc on revient à ce qui a été dit tout à fait magnifiquement tout à l'heure, la gestion a priori des risques est fondamentale, tout se joue au départ. Tout se joue au départ, dans la consultation, vous nous avez dit la consultation chirurgicale, j'ai rajouté aussi les consultations d'anesthésie. Je crois qu'en effet, si cette gestion a priori des risques est fondamentale, c'est vraiment une équipe chirurgicale et anesthésique, car il y a des informations que donneront le chirurgien, des informations que vont donner l'anesthésiste, qui sont loin d'être négligeables, au niveau des consignes pré- et post-opératoires, et bien sûr, le problème de la traçabilité. Alors vous savez qu'en médico-légal, en cas d'expertise, on va vous demander de prouver ce que vous avez fait, et c'est vraiment important qu'à tous les niveaux, on puisse montrer qu'on a informé le patient. Je pense que le consentement signé est fondamental, même s'il n'est pas absolument obligatoire, comme le dit l'HAS. En réalité, lorsqu'on a une expertise, eh bien, si le consentement n'a pas été signé, le patient va souvent dire « je n'étais pas au courant ». L'expert dira ben, « moi j'y étais pas, donc je marque les deux versions » et le juge tranchera dans 98% des cas en faveur de la patiente ou du patient et qu'on donnera le praticien. Donc même si en théorie c'est pas obligatoire, on conseille très vivement d'avoir quelque chose de signé, et c'est particulièrement important, je pense, en ambulatoire, où il y a différents niveaux, on va pouvoir discuter pour la sortie, est-ce que j'avais les consignes, est-ce que j'avais un bon protocole, est-ce que j'avais un numéro à rappeler, est-ce que le médecin ou le chirurgien était présent, tout ça doit être tracé, et c'est la meilleure des garanties pour s'en sortir si on est accroché par un patient. L'importance de l'équipe, c'est le travail qu'avait fait la FCLD, je pense que Jörg Joannet doit le connaître parfaitement bien, et je pense que ça c'est fondamental. L'équipe c'est la clé, je crois, on vous a parlé de la gestion en priorité, c'est fondamental. L'équipe c'est aussi fondamental. Et c'était très intéressant ce travail qui a été fait récemment pour montrer le partage des tâches, vous voyez, entre le chirurgien, l'anesthésiste et le personnel paramédical aux différentes étapes de cet ambulatoire. D'abord, il y a les prérequis organisationnels préopératoires. Et vous voyez qu'il faudrait bien sûr respect des critères d'éligibilité, ça c'est fondamental, ça c'est l'anesthésiste et le chirurgien. Et vous voyez que le personnel paramédical intervient finalement très vite pour en plus informer l'équipe médicale. Lorsque par exemple on veut organiser une sortie, eh bien, le personnel paramédical doit aussi, je pense, être consulté car il voit le patient, il sait dans quel état il est. Pendant l'hospitalisation, alors il y a des choses qui sont pour toute chirurgie, hein, le checklist, etc., ça c'est évident. Que tout ça soit bien respecté, en particulier le score de sortie de la salle de réveil, mais ça c'est pour toute chirurgie. Et puis les critères de sortie, alors vous savez qu'il y a des critères, un anesthésiste dans la salle me permettrait bien de m'apesantir sur les scores de sortie, mais il est certain que vous savez qu'on ne peut pas laisser partir un malade sans être certain que le retour à la rue est autorisé et que sa condition le permet. Alors c'est sûr que quand on voit ce film comme tout à l'heure, on a encore beaucoup d'inquiétudes, mais il faut s'assurer que tous les malades sont capables de le faire. Pendant l'hospitalisation, eh bien aussi, il faut qu'il y ait le protocole de lutte contre la douleur, les protocoles d'antibioprophylaxie. Ça, c'est
en général l'anesthésiste, mais c'est une question de partage des tâches, c'est une question de décision de l'équipe. Ce qui est certain, c'est qu'il faut savoir qui fait quoi, c'est fondamental, et ça je pense qu'aujourd'hui tout le monde le sait bien. Après la sortie, eh bien, il y a l'appel du lendemain. Je crois que là, c'est vraiment quelque chose maintenant qui est courant et qui est parfaitement admis par tous. Il est fondamental d'appeler le patient le lendemain de l'intervention. C'est sûrement pas suffisant, mais c'est nécessaire. Et ce sera le personnel paramédical qui va le faire. Avec effectivement un système de surveillance, on va voir qu'il y a plusieurs types de surveillance possibles. Mais le fait que dès l'instant où on dévie, ça a été parfaitement dit tout à l'heure, dès l'instant où il y a un écart, eh bien, il faut revoir le patient. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Il faut aussi avoir, ça c'est l'équipe, on va dire étendue, mettre en place de réseaux de soins de ville, de façon à ce qu'on sache chez qui le patient peut s'adresser, tant l'infirmière que son médecin traitant. Alors les risques médicaux de la chirurgie ambulatoire et du RAC, en fait on se rend compte qu'on a actuellement moins de mise en cause, et surtout lorsqu'il y a une mise en cause, souvent la densité est beaucoup moins, avec en général des complications clavier 1 ou 2, pas plus, ce qui veut dire que finalement la pratique de l'ambulatoire n'est pas une pratique, non seulement elle n'est pas à risque particulier, mais que la façon dont l'ensemble des praticiens semblent l'envisager aujourd'hui fait qu'elle devient une pratique finalement très sûre. Il est plus fréquent en chirurgie orthopédique, mais c'est uniquement parce qu'il y a plus de patients qui sont aujourd'hui opérés en ambulatoire, c'est un effet de nombre, c'est pas un effet que c'est une chirurgie plus compliquée. On peut dire qu'il y a trois types de risques. Il y a les risques humains et organisationnels, on vient d'en parler. Si vous n'avez pas une organisation parfaite, eh bien vous prenez un risque. Il y a les risques qui sont liés au changement. Il faut savoir qu'on a vu des expériences fabuleuses, mais on a des endroits où c'est plus difficile. Je dois dire que dans mon établissement, on a un personnel infirmier qui a un peu de mal à se mettre à l'ambulatoire comme une règle. Et donc il faut aussi accompagner, savoir former les personnels à cette chirurgie ambulatoire, car c'est un petit peu une révolution, c'est pas toujours évident. Et puis, il y a les risques liés aux pressions institutionnelles fortes. Vous avez vu nos politiques qui nous demandent d'augmenter énormément la chirurgie ambulatoire, c'est sûrement bien. Mais il faut savoir aussi, raison garder, je crois que dans certains cas, il ne faut pas hésiter à ne pas faire de la chirurgie ambulatoire si on pense que ou le patient ou la technique n'est pas éligible pour ce type de chirurgie. Alors l'avenir, pour terminer, eh bien, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a les services infirmiers spécialisés. De plus en plus, on nous propose une prise en charge a priori et a posteriori par des infirmières à domicile qui vont voir le patient. Je pense que ça mérite une évaluation. Les objets connectés, je vais en dire un petit mot. Et puis les logiciels spécialisés qui sont peut-être quelque chose qui peut aider dans cette chirurgie de plus en plus sophistiquée. Alors, nous, on a mis au point un logiciel avant l'intervention, qui est une application téléchargeable par tout le monde, de façon tout à fait gratuite, qui est dérivée en fait d'une application qui s'appelle MySurgery, développée par l'Imperial College de Londres, et qui en fait donne des conseils aux patients, alors dans tout type de chirurgie, mais spécialement ambulatoire. Alors, on a traduit, on a acquis les droits de cette application, et on l'a appelée chirurgie mode d'emploi, et donc le malade peut, avec cette petite application, qui est téléchargeable encore une fois sur l'Apple Store, avoir ce qu'il doit faire avant, qu'est-ce qu'il faut dire à son chirurgien, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, bien parler du traitement, et puis des choses très très pratiques et très simples. Et ça semble quelque chose qui puisse être une aide pour aussi déstresser et dire aux patients ce qui doit se produire. Et puis, il y a les logiciels en post-opératoire. Alors, il y en a beaucoup qui sortent sur le marché. Je vous en ai cité un seul, c'est Linkeos, parce que c'est un logiciel qui a été primé, en particulier par l'ARS Rhône-Alpes. C'est une start-up en fait en Rhône-Alpes qui donne quelque chose de pas mal, puisqu'on donne aux patients un kit avec une tablette et des éléments connectés qui vont reprendre l'attention, un certain nombre de constantes qui seront envoyées sur smartphone au médecin. Donc, si vous voulez, c'est une façon de télémédecine au pied de la lettre pour voir ce qui se passe avec des questionnaires tous les jours. Pour l'instant, c'est à évaluer, c'est le début, mais je pense que ça fait partie de ces initiatives qu'il faut suivre, parce que peut-être qu'elles seront demain quelque chose de très important. En conclusion, je voudrais juste vous dire que, eh bien, comme vous le savez, la chirurgie ambulatoire et la RAC, ça devient la norme, c'est plus l'exception, même si on a vu des choses assez extraordinaires. Cette chirurgie, elle n'est pas risquée, si on respecte les contre-indications, les sociétés savantes doivent avoir leur rôle à ce niveau, c'est évident. Si on respecte le souhait du malade, j'insiste beaucoup, le souhait du malade est fondamental. Si on fait une chirurgie ambulatoire contre la vie du malade, au moindre problème, on y sera et on aura une expertise. L'organisation, évidemment, avant et après l'acte chirurgical bien pensé, ça, je crois qu'on a vu aujourd'hui des exemples, je ne vais pas revenir dessus, vous avez vu le top, et ben, je crois que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Et enfin, garder un œil sur le numérique et la télémédecine, parce que je pense que ça aidera grandement à la sécurité du patient. Je vous remercie. Merci beaucoup.
merci pour ton implication justement sur ces gestion des risques. Tu as évoqué l'idée qu'il y avait une éventuelle liste des actes validés par les sociétés savantes. Est-ce que cette liste est forcément très évolutive? Est-ce que comment les choses, est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est éventuellement un frein pour avoir des initiatives sur des interventions qui n'auraient pas été proposées dans ce contexte? C'est un excellent point parce que malheureusement les sociétés savantes, ça dépend lesquelles. Il y en a qui sont très à la pointe, je pense que la FCDD est très à la pointe de ça, d'autres beaucoup moins, et donc ça pourrait être évidemment un frein. Avant de venir, je me suis renseigné auprès justement d'assureurs qui assurent énormément de praticiens du plateau technique en lui demandant est-ce que la condition d'une chirurgie ambulatoire qui aurait été faite alors que la société savante ne l'a pas expressément mis dans sa liste, est-ce que ce serait une condition pour ne pas être assuré? La réponse est non. La réponse est non, car nous sommes des chirurgiens maîtres de notre art. Si on décide qu'on fait tel geste en ambulatoire, bien sûr l'expert pourra dire et discuter est-ce que vous avez bien fait, mais ça, de toute façon, ça, c'est pas l'assureur qui va prendre position, mais d'avoir un refus d'assurance, sûrement pas. C'est-à-dire que ça a été fait en ambu ou pas, l'assurance prend. Mais éventuellement un recours judiciaire éventuel. De la part de qui? Un plaignant, un patient qui se plaindrait et qui dirait on m'a fait un acte dans ces conditions, alors que la société savante ne le recommandait pas forcément. Ça, c'est une question générale qu'on a eue, alors on sort du cadre de l'ambulatoire quand on faisait de la célioscopie opératoire au début. J'ai fait beaucoup de célioscopie opératoire dès le début. On avait le problème, c'est qu'en expertise, l'expert qui souvent n'en avait pas fait, il y a quelques années, disait de toute façon, il aurait mieux fait de faire une laparotomie. Et en fait, ça a été un débat constant. Tous les progrès de la médecine, finalement, on passe par là, de dire est-ce que c'est prouvé que ce que vous faites, c'est bien? Et chaque fois, on a le même débat. La seule réponse, c'est de dire si je fais ça, quel est mon background? Où j'ai appris de le faire, si c'est quelque chose que d'autres font. Si c'est moi qui l'ai inventé, bon, je suis sûr qu'en libéral, c'est probablement moins évident, mais quelles sont les bases? Donc en fait, je crois qu'il faut qu'on ait étoffé son sujet. À ce moment-là, on va discuter. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Je crois qu'il y a une réponse sur le plan judiciaire qui est très importante, c'est que la société savante ne va pas dire il ne faut pas faire ça. La société savante dit il est logique de faire telle intervention, qui est complètement différente sur le plan judiciaire. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Tu vois, c'est deux choses, ils ne donnent jamais de négatif. Il n'y a pas de contre-indication. Nous conseillons actuellement dans l'état de l'art de faire telle intervention par un chirurgien ambulatoire. Mais on ne dit pas il ne faut jamais faire ça. Et en France, d'ailleurs, on a toujours été très astucieux depuis le début de la chirurgie ambulatoire de laisser les équipes développer leurs activités. Et ces équipes, comme on l'a vu avec le docteur Chassement tout à l'heure, comme elles savent qu'elles sont innovantes et qu'elles sont exposées à un certain nombre d'inconvénients, elles ont un niveau d'excellence qui fait que ça marche. D'ailleurs, tu le dis, il y a des complications, mais finalement, elles sont importantes parce qu'on est beaucoup plus vigilant. Et c'est ça qui a permis de faire avancer la chirurgie ambulatoire depuis le début. Qui permet de la faire. C'est le sens de l'histoire et ça va dans le bon sens parce qu'effectivement, c'est sûrement très beau quand même. Autre question, sinon moi j'ai une question commentaire. Tu as très bien dit qu'il y avait de plus en plus d'endroits où les blocs étaient dédiés. Pas les blocs, ce sont les hospitalisations. Le problème, c'est les blocs dédiés qui posent un problème. C'est le coût du bloc. Je ne sais pas où vous en êtes un peu dans ces réflexions sur le bloc dédié. En hospitalisation, tout le monde sait tout le monde a trouvé des lits ambulatoires, ça se passe bien. Mais le bloc dédié, c'est plus compliqué. Oui, c'est un vrai problème parce que très souvent, on a l'habitude de dire on fait le geste ambulatoire dans un petit bloc. Mais en fait, c'est un bloc opératoire. Donc en fait, ça ne change strictement rien. Et il n'y a pas de conditions différenciées, c'est-à-dire que c'est un acte chirurgical. Et alors on peut, au niveau des locaux, peut-être organiser les circuits, puisqu'on a vu le malade arriver à pied, ça c'est une bonne chose par exemple. Et donc si la salle où on fait l'autre bout du bloc opératoire, c'est pas grave, donc il faut essayer peut-être de se rapprocher du bloc opératoire. Si tu veux, dans l'organisation des blocs, c'est un des conflits permanents. Parce que c'est moi qui faisais de la chirurgie lourde, quand les autres faisaient de l'ambulatoire avant et je recommençais de la parotomie ouverte à 2h30 de l'après-midi à 3h, c'est pas très agréable. Une DPC qu'on commence à 3h ou à 4h, c'est pas très agréable non plus. Donc c'est une gestion. Oui, donc c'est une question d'organisation. Et il y a un fois, tu ne peux pas faire d'ambulatoire à 4h de l'après-midi. Donc il y a un problème qu'on n'a pas résolu et donc ça revient à l'idée
qu'il faudrait peut-être qu'un jour le gouvernement, je ne sais pas comment, parle de cette fameuse désurgerie, c'est-à-dire qu'il faut sortir après seulement 8 heures d'hospitalisation. Le problème, c'est que ça pose des problèmes d'infirmières. Il faut que les infirmières ne peuvent pas partir chez soi à 10 heures du soir. Moi, je le vois en Angleterre, il reste des années à venir, où les gens partent à 11 heures le soir, parce que pour le côté à 5 heures d'après-midi. Alors, ce qu'on peut faire, nous, en France, c'est d'avoir 2 séries d'ambulatoires, le premier de 7h30 du matin à 9h, et une deuxième série à midi et demi, jusqu'à 2h, et puis après faire des chirurgies, mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de commencer une grosse intervention à 9h. Je vais me permettre de donner plusieurs éléments de réponse et mon point de vue. D'abord, le bloc dédié, pour moi, c'est rien d'autre qu'un comportement débitement à notre incapacité à s'organiser. Moi, je suis dans un établissement où depuis 20 ans, on opère le chirurgie majeure et la chirurgie ambulatoire dans le même bloc et à des heures différentes. Alors, juste pour revenir sur le commentaire que vous avez fait tout à l'heure, c'est que 12 heures. Je rappelle juste que c'est que 12 heures. En 92, dans les décrets d'octobre 92, ce n'est que 12 heures d'ouverture de l'unité de chirurgie ambulatoire, et que le décret d'août 2012 a modifié ça en disant c'est 12 heures de séjour du patient. Donc on est passé des 12 heures appliquées à la structure à 12 heures. Donc tous les établissements, publics ou privés, peuvent vous faire de l'ambulatoire quand ils veulent. Le patient ne doit pas rester plus que 12 heures. Donc on peut faire de la chirurgie ambulatoire, et chez moi j'en fais notamment chirurgie de la main, à 2 heures du matin. Le patient il rentre après. Première chose. Deuxième chose, cette obsession à vouloir faire la chirurgie lourde le matin, les actes de Lister le matin, les patients hyperthermiques le matin, les allergiques au latex le matin, les sida le matin, et j'en passe des meilleurs. Enfin bon, voilà, je veux dire, nos procédures d'hygiène et de sécurité font qu'on peut opérer n'importe quel cas à n'importe quelle heure. Et il n'y a jamais eu de recommandation, d'indication, de préconisation à dire qu'il faut faire tous les ambulants avant 14, 15 ou 16 heures. Moi, je peux faire une anesthésie générale à 16 heures et le patient peut sortir dans les temps à partir du moment où la structure considère que le patient ne reste pas plus que 12 heures. Mais notre incapacité à s'organiser nous fait qu'on s'arque le bout sur des principes faux. Alors, je ne peux pas laisser dire ça, parce que c'est pas nous qui organisons les salles de réveil. C'est l'argent. Et si vous allez voir demain ma directrice et expliquez-lui qu'il faut que la salle de réveil soit ouverte jusqu'à 10h30 du soir. Si vous y arrivez, je vous remercie, vous serez parfait. Donc si vous voulez, il faut bien comprendre que nous on a tout compris. Moi je peux opérer à 10h du soir. Le problème c'est que je ne peux pas commencer une laparotomie longue à 15h parce que ma salle de réveil ferme à 18h. Et que la salle de réveil ferme à 18h. Pourquoi? Parce qu'il y avait 35 heures dans les hôpitaux. Il faut avoir le courage de le dire, sinon, dans la discussion avec la ministre, et il y en a une que je vous dis, j'ai eu il y a 2 jours un interview, il faut qu'on soit clair là-dessus. On veut tous bien faire 70%. On peut faire 70%, on peut faire 80% d'ambulatoire, mais ça nécessite, on vient de le voir aujourd'hui de façon très importante, c'est que c'est plus de l'ambulatoire, c'est du parcours de soins. Je vais pas faire beaucoup 1000 fois sur on fait un bon parcours de soins de nos patients, tout le monde l'a dit, la consultation, etc. Mais il faut que suivre l'intendance financière. Et c'est pas uniquement de la fermeture des lits, c'est qu'il faut aussi, quand vous finissez à 8h du soir une intervention, qui va taper le compte rendu opératoire pour qu'il soit donné aux médecins qui partent, aux malades? J'ai vu qu'ils partaient avec son compte rendu opératoire, il faut bien que quelqu'un tape le compte rendu opératoire. Donc tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je suis complètement d'accord, mais je tends en tant que président dire qu'il faut quand même donner des précautions, notamment à tutelle, pour faire croire que c'est pas si facile à organiser, que ça dépend moins des chirurgiens que malheureusement des administratifs qui ont pris la gouvernance de nos hôpitaux actuellement. Excusez-moi de ça. Merci. Merci beaucoup.